On va parler un peu des couleurs maintenant. Donc, nouveau document. Je vais créer rapidement trois rectangles, 3-4 rectangles. Regardez, on va très rapidement pouvoir faire un super logo. Je vais ici créer un rectangle auquel je vais donner aucune couleur de fond et je vais donner aucune couleur de contour, pardon, et je vais donner une couleur de fond. Voilà. OK. Ensuite, je vais, avec la flèche noire, déplacer ce rectangle tout en enfonçant la touche Alt et majuscule. Voilà. Et j'obtiens donc un deuxième rectangle. Je vais faire maintenant commande D sur le clavier, CTRL D sur le clavier du PC, commande D sur le clavier du Mac, ce qui correspond à objet transformation, répéter la transformation. D'accord? Donc en fait, je répète quoi? Ben, le duplicata. Je répète le fait que j'ai dupliqué le rectangle plusieurs fois et je vais lui donner différentes couleurs ici. Voilà. OK. Et puis après, vous pouvez mettre un texte à côté. Voilà. Et vous avez un logo super simple. Et parfois, plus c'est simple, mieux c'est. La touche Alt, c'était pour dupliquer. Oui, c'est ça, pour le copier pendant que je le déplace. C'est toujours comme ça dans tous les logiciels Adobe. OK. Alors, petit problème ici. Les repères commentés, sans doute. Oui, c'est ça. Je n'arrivais pas à déplacer le texte vraiment très bien, donc j'ai été désactivé dans le menu affichage les repères commentés qui faisaient des à-coups pour aligner mon texte comme il faut. Donc ça pouvait être intéressant d'ailleurs, mais dans ce cas-ci, non. OK, donc ça c'est un logo. OK, je peux donner également une couleur au texte, voilà, etc. Donc ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire des recherches au niveau des couleurs ici. Mais sinon, il est assez laid ce logo, on est d'accord. Hein. Peut-être changer un peu la police. Oui, on pourrait faire une petite recherche au niveau de la police. Menu fenêtre, texte, caractère. Donc en ayant sélectionné la ligne de base ici, je vais aller cliquer là-dedans et puis passer en revue les polices. Et il est possible qu'il y en ait une qui soit plus intéressante que d'autres. OK, sinon, alors on va prendre celle-là. Alors, OK. Les couleurs ici, c'est ce qui m'intéresse. Bien écoutez, vous allez faire un petit logo rapidement avec des couleurs comme ça. Hein, c'est fait en moins d'une minute, ce genre de choses. Hein. D'accord? Et nous allons faire des petites recherches pour voir si on ne peut pas trouver des couleurs plus intéressantes, en fait, grâce aux harmonies de couleurs et au guide des couleurs du logiciel Illustrator. Donc déjà, ce logo, je l'enregistre. Voilà. Je peux ici aller créer un cercle, juste pour vous montrer. Voilà, un cercle, touche Alt, enfin une ellipse, touche Alt pour qu'elle se crée par son centre. Et demander une division là-dessus par le Pathfinder. Voilà, division. Puis je vais aller supprimer toutes les parties excédentaires là. Voilà. Donc vous voyez que ça peut être assez simple de faire un logo, mais normalement les logos, il faut que même si ça a l'air abstrait, si ça a l'air de représenter rien du tout, il faut que ça évoque quelque chose en rapport avec l'entreprise. Donc c'est pour ça que vous avez parfois des logos qui paraissent très simples et faciles à faire et on se dit mais tiens, on a payé 100 000 € pour ce logo, c'est incroyable. Mais en fait, souvent il y a une histoire derrière. Si on fait partie de l'entreprise, on comprend ce que ça représente, ce qui n'est pas nécessairement le cas si on est un extérieur. C'est comme par exemple le logo de Citroën. Typiquement, voilà, le logo Citroën qui représente en fait un des premiers produits de la marque Citroën, c'est-à-dire un rouage en fait. Ils ont inventé un rouage qui ne déjante pas en fait, hein, les rouages restent bien bloqués l'un par rapport à l'autre et c'est un rouage avec des dents qui ont cette forme-là. Donc il faut le savoir que si on ne le sait pas, ben, on ne comprend pas. Donc voilà un exemple, le logo Citroën.
Et il y a plein de logos d'entreprises comme ça où l'histoire du logo, l'histoire de l'entreprise, ou une partie des activités de l'entreprise, ou la première activité de l'entreprise a influencé le logo. En faisant la soustraction, Thierry, tu appuies sur la touche Alt pour qu'il puisse. Ici, la soustraction, le cercle, j'ai créé une ellipse et puis j'ai sélectionné le tout et puis j'ai fait un Pathfinder, division. J'ai même pas fait une soustraction et puis j'ai éliminé les morceaux en trois, donc tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour vous montrer rapidement comment on peut obtenir de belles formes. Voilà. Et donc, un logo peut être très facile à faire infographiquement, mais au niveau de l'histoire, de ce que le logo raconte. Voilà. Alors, il est probable que dans Google, si vous tapez Logo History, vous allez tomber sur des sites web, voilà. Si je tape Logo History dans Google, en étant en résultat web cette fois-ci, j'ai l'évolution de logos connus. J'ai plein de liens vers différents logos connus et leur histoire. Et vous allez découvrir parfois des choses assez incroyables sur pourquoi le logo a cet aspect-là, qu'est-ce que ça représente. Voilà. Ah oui, ben en voilà un qui est assez connu au fait. Le BMW. Je me demande si ça ne représente pas une hélice d'avion ou quelque chose comme ça, non? Oui, je crois que ça représente une hélice d'avion sur un fond de ciel bleu, mais... Ah ben voilà, c'est ça, il indique ici. Donc c'est une hélice d'avion pleine propeller, le bleu étant le ciel. Donc vous saviez ça que par exemple le logo BMW c'était une hélice d'avion sur un fond de ciel bleu? Ben voilà, donc si on ne le sait pas, ça paraît bizarre. On se dit que c'est un choix arbitraire, mais en fait il faut savoir qu'ils fabriquaient des avions au départ ces gens-là. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on leur a interdit de fabriquer des avions. Chose qu'ils ont continué à faire malgré tout, mais bon, c'est une autre histoire. Donc ils se sont mis à faire des voitures. Voilà. Bon, je connais pas bien BMW, je fais peut-être des erreurs dans ce que je viens de dire, mais à mon avis non. C'est ça en gros l'histoire. À mon avis, il faudrait aller voir sur Wikipédia l'histoire de la marque pour voir s'ils faisaient des voitures avant la Deuxième Guerre mondiale ou pas. Je n'en suis pas sûr. Et je vais faire des petites recherches ici au niveau des couleurs. Donc je vais ici sélectionner, c'est les couleurs ici que je veux modifier. On va dire que la couleur ici est une couleur corporate, elle ne doit pas bouger. Donc celle-là ne peut pas bouger, mais je peux éventuellement faire des petites recherches au départ de celle-ci. Alors dans la palette nuancier, je vais créer au départ de l'illustration qui est actuellement sélectionnée. C'est quoi l'illustration? C'est mes 4 bandes ici de couleurs. Au départ de l'illustration qui est actuellement sélectionnée, je vais créer dans la palette nuancier ce qu'on appelle un groupe de couleurs. Donc je vais dans le menu de la palette nuancier, je demande nouveau groupe de couleurs au départ de l'illustration sélectionnée. Voilà, ok. Comme ça, mes couleurs de départ, elles sont stockées dans le groupe ici. Attention, une fois que le groupe est fait, n'allez pas cliquer sur n'importe laquelle des couleurs ici, parce que ça appliquerait cette couleur-là à toutes les formes. C'est pas bon. Édition annulée. Donc,
C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Bien. Alors. Bien, je vais laisser tomber un peu la palette nuancier pour l'instant. Je vais aller m'intéresser à une palette qui s'appelle Guide des couleurs. Guide des couleurs. Ok. Alors, voyons un peu le guide des couleurs. Je vais pouvoir, ici, avec la flèche noire, tiens, ah ben oui, suite au fait que j'ai fait une petite opération, il m'a certainement fait un groupe, oui, voilà. Donc si je veux avoir accès à chacune de mes bandes séparément, il va falloir que je prenne la flèche blanche, par exemple. Voilà. Ok. Et alors, dans le guide des couleurs ici, vous avez la couleur, dans ce cas-ci du fond, vu que j'ai pas de contour, mais si je voulais que ce soit la couleur du contour, il faudrait que je mette la case ici contour à l'avant-plan. Mais dans ce cas-ci, ça va être simple, il n'y a que des fonds, donc case fond à l'avant-plan. La couleur du fond apparaît ici, ok, et je peux cliquer, voilà, et ça me fait des variantes. D'accord, je clique sur le bleu ici, ça me fait une variante, voilà, ça me propose des harmonies. Vous voyez le système? Mais alors les harmonies, il y en a plein, et vous les avez ici dans le menu. Voilà, toutes les règles d'harmonie qui sont issues notamment de l'école Bauhaus, qui a beaucoup étudié la perception des couleurs et les contrastes avec Johannes Itten. Vous avez la possibilité au départ donc en choisissant d'abord l'harmonie que vous voulez créer, vous avez la possibilité, au départ de n'importe quelle couleur, de voir quelles sont les couleurs de cette harmonie de couleurs. Et vous pouvez utiliser ça pour vos illustrations. Donc, voilà. Donc ça c'est pratique si vous avez du mal pour trouver les couleurs qui vont ensemble pour vos illustrations. Vous pouvez utiliser ça. Bien. Donc une fois que vous avez trouvé une harmonie qui vous plaît, par exemple je vais imaginer que celle-ci, waouh, je trouve ça chouette, eh bien je vais dans le menu guide des couleurs et enregistrer les couleurs comme nuances. Et alors ça va apparaître sous la forme d'un groupe dans la palette nuancier. Ici, voilà. Donc, enregistrer les couleurs comme nuances, et voilà, elles sont là. Ce qui n'empêche que je peux continuer à faire des recherches, enregistrer les couleurs comme nuances à chaque fois, d'accord, avec différents types d'harmonie si je veux. Voilà, chaque fois que je vois un truc qui me plaît, enregistrer les couleurs comme nuances. Bon, il faut savoir que des harmonies de couleurs, il en existe disponibles sur le web, notamment très connus, Kuler, c'est-à-dire que des internautes s'échangent, mettent à disposition des autres gratuitement des harmonies de couleurs. Donc c'est un des sites connus, mais ce n'est pas le seul, c'est Adobe Kuler qui permet de faire ça. Voilà, donc on peut explorer différentes harmonies de couleurs et les plus populaires, par exemple, voilà. Et c'est téléchargeable en tant que nuancier que vous pouvez récupérer dans les logiciels Adobe. Voilà. Alors, pour télécharger, que je me souvienne comment ça marche, c'est ça, c'est download, tout simplement. Quand on survole, il y a possibilité de télécharger. Et oui, il faut une identité Adobe. Si vous n'avez pas d'identité Adobe, vous pouvez vous en créer une. Ça n'engage à rien. Même si vous n'avez pas de logiciel Adobe, vous pouvez vous créer une identité Adobe pour pouvoir avoir accès à ce système, qui d'ailleurs est intégré sous forme d'extension au logiciel. Bon, ici dans Illustrator, je ne l'ai pas mis, mais c'est peut-être parce que c'est ma version française de Illustrator aussi. Il faut savoir que cette extension Kuler, à mon avis, ne fonctionne que lorsque le logiciel, on l'a fait fonctionner en anglais. Je vous ai mis des vidéos qui vous expliquent comment faire fonctionner les logiciels en plusieurs langues.
tous les logiciels de la Creative Suite, Creative Cloud, sont installables en autant de langues qu'on veut. Enfin, autant, pas 300, hein, il y en a une trentaine. Donc, on peut passer d'une à l'autre. Et cette extension Kuler, qui est disponible à l'intérieur des logiciels, je pense bien qu'elle n'est disponible que lorsque le logiciel fonctionne en anglais. C'est un truc un peu bizarre. Je vais aller voir dans CS6 parce que je crois que je l'ai installé dans CS6, le Kuler. Dans Photoshop CS6. Bon, alors, Photoshop. Voilà, je suis dans Photoshop. Voyons un peu. Fenêtre, extension. Oui, je n'ai pas Kuler. J'ai le gestionnaire de police de Extensys. J'ai un panneau Adobe Exchange pour aller chercher des ressources de toutes sortes sur un site d'échange de Adobe. J'ai une mini bridge qui est livrée d'origine, je pense, avec Photoshop, celui-là. Par contre, pas l'extension Kuler. Et que se passe-t-il si dans les préférences générales, non, dans la préférence interface, je passe en anglais? Photoshop est un des rares logiciels de la suite qu'on peut faire passer d'une langue à l'autre comme ça par l'interface, par les préférences d'interface. Les autres logiciels de la suite, Illustrator, InDesign, etc., ce sera en changeant la langue du système d'exploitation que vous allez pouvoir changer la langue du logiciel. Si mon système d'exploitation, le Finder ici, le gestionnaire de fichiers du Mac, je le mettais en anglais, la prochaine fois que je lance Illustrator, il se lancera en anglais, parce que je l'ai aussi installé en anglais, Illustrator. Il faut l'installer plusieurs fois en différentes langues. Il ne suffit pas de faire passer le système d'exploitation en anglais, il faut qu'Illustrator ait été installé aussi en anglais. Donc c'est relativement complexe. Il faut regarder la vidéo que je vous ai livrée si ça vous intéresse, savoir comment faire passer un logiciel d'une langue à l'autre, comment installer au départ de la Creative Cloud. Relativement complexe, c'est pas très compliqué, mais il y a des choses à savoir. Et alors voilà, j'ai Photoshop en anglais maintenant. Très rapidement. Et alors dans les extensions, qu'est-ce que je vois? Kuler. Donc c'était bien ça. Ça n'apparaîtra que lorsque le logiciel est en anglais. Bizarre, hein? Donc ça doit certainement être la même chose pour Illustrator aussi. Et si ça tombe, j'ai installé l'extension Kuler, mais ce sera seulement quand je ferai fonctionner Illustrator en anglais qu'elle apparaîtra. Bien, mais ce n'est pas important pour ici. Je voulais simplement vous signaler qu'il existe sur le web des systèmes d'échange de nuanciers. Ok. Alors ici, j'ai donc envoyé dans le nuancier plein d'harmonies de couleurs qui m'intéressent. Je vais cliquer sur un des dossiers, pas une des couleurs, un des dossiers, un des groupes. Mes formes ici doivent être sélectionnées quand je fais ça. Donc je sélectionne mes formes, les 4 ici qui m'intéressent, j'active un des groupes, peu importe lequel. L'intérêt, c'est que quand un groupe est activé, ici, à la place de ceci, je vois apparaître une roue chromatique. Et je clique. Voilà. Et je vais pouvoir rapidement échanger les couleurs de ce nuancier. Oui, je n'ai pas nommé, mais enfin, c'est un que j'ai été créé par le guide des couleurs, ça. Hein. C'est une harmonie de couleurs créée par le guide des couleurs. Je vais pouvoir échanger d'une forme à l'autre de manière aléatoire, ici. Voilà. En cliquant là, on le voit derrière dans l'illustration. Si ceci est coché, ce qui normalement devrait être le cas si vous aviez des objets sélectionnés au moment où vous êtes allé là-dedans, vous êtes en train d'attribuer les couleurs de manière aléatoire aux différentes formes. Et il est possible qu'à un certain moment, vous ayez un résultat qui vous paraisse génial. À ce moment-là, vous cliquez sur OK. Vous dites oui, je vais modifier l'ordre des nuances dans le groupe ici. Pas de problème. Voilà. Et alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer la recherche éventuellement. Donc, pour continuer la recherche, je vais jouer avec les calques et je vais créer un nouveau calque. Ce qui est actuellement sélectionné là, je vais le transférer sur ce nouveau calque. Voilà. Donc mes 4 formes sont sur un calque. Le calque ici, je vais le dupliquer en l'amenant sur le bloc de feuilles. Donc le calque qui contient les 4 formes. Et j'enlève l'œil en face du précédent. C'est comme ça que je vais procéder. Chaque fois que je vais trouver des couleurs que je trouve géniales, je vais dupliquer le calque qui contient ces 4 formes.
enlever l'œil en face du précédent et continuer le travail sur les formes ici qui sont dans le calque. Donc vous voyez, je viens de sélectionner la totalité du calque avec la petite cible. Et donc, je peux retourner ici dans le nuancier, la roue chromatique ici, et continuer à échanger les couleurs. Peut-être changer de groupe aussi. Je peux essayer ce groupe-là. Voilà. Échanger les couleurs. Mais dites-vous bien qu'une fois que vous avez cliqué, pour revenir en arrière ici, c'est pas facile. Hein. Bon, avec 4 formes, il n'y a que 16 combinaisons possibles. Donc on revient à un certain moment assez vite sur la couleur, la combinaison, l'attribution de couleurs qu'on avait trouvée. Mais si vous faites ça sur une illustration qui a 50 formes, pour retrouver l'illustration telle qu'elle était à un certain moment, vous allez devoir cliquer peut-être quelques dizaines de fois. Bon voilà, je vais dire que ça c'est bon. Je vais donc cliquer sur OK. Il me demande si je veux modifier les nuances du groupe. Je réponds oui. Et je vais donc à nouveau dupliquer le calque, enlever l'œil en face du précédent, et je redémarre au départ de ces formes-ci. Voilà. OK. Et je choisis le groupe de couleurs qui m'intéresse. Il y en a d'autres qui sont disponibles, hein, des groupes de couleurs. Il y en a d'autres disponibles, mais où ça d'ailleurs? Bonne question. Ici. Voilà. À cet endroit-ci, vous avez des groupes de couleurs prédéfinis. Je peux aller chercher par exemple minéral. Voilà, minéral. Alors, ça me l'a mis où? Ouais. Bon, il vaut mieux le faire dans le nuancier avant de venir ici, je pense, parce que là je ne vois pas toutes les couleurs minérales, je pense. Articles pour enfants, oui, il me les met, mais il y a certaines de ces... Oui, oui, non, ça va, ça va. Métaux, ok. Voilà. Ok, donc une fois que j'ai trouvé des couleurs qui me conviennent, je peux également aller ici pour modifier la luminosité de manière aléatoire. Donc les couleurs restent en place, mais c'est la luminosité qui change et la saturation. D'accord? Je vais essayer avec celle-ci. Voilà, si je clique sur la deuxième icône cette fois-ci, ça n'échange pas les couleurs d'une forme à l'autre, mais ça modifie leur luminosité comme on le voit. D'accord? Le rouge en bas reste rouge, le bleu reste bleu, le vert reste vert, le rouge en haut, rouge-rose reste rouge-rose. Donc c'est juste des modifications aléatoires de la luminosité. Donc si avec tout ça, si vous n'êtes pas doué pour choisir les couleurs, vous n'y arrivez pas, on ne comprend pas. Hein. Surtout qu'en plus, si vous creusez un peu, vous allez trouver d'autres solutions. En plus, vous pouvez même créer des couleurs au départ de photos. Ce sont des choses qui ont été expliquées aux formations Illustrator précédentes et je n'ai pas le temps de revenir sur tout ça ici. Bien. Ok. Et donc voilà, j'ai différentes versions de mes formes. Voilà. Bien. Si je duplique le calque d'en dessous, je vais même pouvoir les mettre côte à côte. Voilà. En sélectionnant celle-ci et touche CTRL et PC aux commandes du Mac, il faut les afficher. Voilà, celle-là aussi. Voilà. OK. Touche CTRL pour sélectionner deux qui sont séparés par des calques que je ne veux pas sélectionner. Sinon, si je fais clic, majuscule, clic, ah non, ça marche quand même. J'ai rien dit. Donc, clic, majuscule, clic marche aussi. Ou clic, CTRL, clic. Donc, voilà. Et je vais séparer. Donc ça peut servir, encore une fois, on en a parlé, pour faire des chartes graphiques. Quand vous faites un logo et que vous recherchez... Hop, il aurait fallu les grouper. Ou les déplacer avec les flèches au clavier. Voilà. Quand vous faites des recherches de logos, c'est une bonne chose de montrer vos recherches. Surtout, ne les gardez pas pour vous. Parce qu'on ne va pas vous croire sur parole si vous dites que vous avez bossé pour rechercher et que finalement ça ne donnait pas bien, et que vous n'avez pas... Non, même si ça ne donne pas bien, montrez-le dans la charte graphique, montrez
nous avons exploré telle piste, ce n'est pas, le résultat n'est pas satisfaisant, donc voilà. Donc il faut aussi montrer dans une charte graphique ce que les recherches qui ont été faites et qui n'ont pas été fructueuses. Sinon, on va vous dire, mais vous auriez peut-être pu chercher un peu plus. Bon, ok. En gros, voilà. Maintenant, chacun organise son travail comme il veut. Là, pour créer les différents logos. Donc, vous voyez qu'on a différentes versions. En plus de ça, je peux très bien également faire différentes polices. Donc, après, c'est faire des variations sur des variations qui existent déjà. Voilà, si par exemple je fais ça, je duplique les trois. Après avoir étendu mon plan de travail, je vais aller sélectionner peut-être les 3 lignes de police d'un coup, c'est possible, avec la touche majuscule, voilà. Et dans la palette caractères, de voir si je peux trouver un caractère peut-être plus intéressant pour ce logo, voilà. Bien. Bon, ça donne pas mal, tiens, le premier. Par rapport au caractère carré. Sinon, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à garder surtout ce que vous faites aussi. C'est une erreur de ne pas garder les différentes versions. Parce que quand on est créatif, on a tendance à un certain moment à aller trop loin. On crée, c'est pas mal, et puis voilà, on s'excite, et puis finalement, ça devient foireux. Donc, si vous avez gardé différentes versions de votre travail en enregistrant chaque fois avec un numéro différent au bout du nom, hein, par exemple un incrément, eh bien vous allez pouvoir revenir en arrière et peut-être même mélanger une ancienne version avec une nouvelle. Ce sont des choses qui se font évidemment. Alors, au niveau des polices de caractères, il en existe énormément. Donc allez voir sur le web, éventuellement acheter une police de caractère s'il faut. Mais en général, on va acheter une fois que c'est choisi par le client. C'est comme les photos dans les stock photos. On prend les photos qui sont là avec le filigrane sur la photo, le nom de la banque photo. Et une fois que c'est décidé que c'est celle-là qu'on utilise, on l'achète. Donc on ne va pas acheter sans être sûr que ce sera finalement utilisé. Voilà, et dans la charte graphique qui montre la création du logo et finalement celui que vous proposez, il faut également faire des versions noir et blanc pour quand on utilise un procédé d'impression qui ne peut pas reproduire la couleur. Il faut penser à tout. Version négative aussi, le logo en négatif pour quand il est en blanc sur fond noir au lieu d'être en noir sur fond blanc. Le présenter en situation sur une vitrine de magasin, sur une voiture, sur une camionnette. Donc il faut envisager tout. En fait, les chartes graphiques, c'est vous qui créez vraiment la charte en fonction de ce que vous pensez. Et on peut même intégrer des notions de comment est-ce que ça va être vu par un daltonien, par exemple. Sachez-le, vous avez ici la possibilité dans Illustrator, tout comme dans Photoshop, de demander ici affichage format d'épreuve, et vous avez 2 types de daltonisme, chronatopie, deutéranopie. Ça dépend de quel est le type de cône qui est affecté, parce qu'il y a 3 types de cônes sur la rétine. Quel est celui qui est affecté, qui est déficient. Et donc voilà, dès que vous choisissez ça dans le menu affichage format d'épreuve, chronatopie par exemple, vous avez dans le menu affichage automatiquement couleur d'épreuve qui est enclenchée. Et vous voyez le logo tel qu'il sera vu par un daltonien. C'est valable aussi pour vos illustrations. Voilà, l'autre forme de daltonisme. Donc évidemment, il peut arriver que si vous mettez une certaine couleur sur un certain fond,
pour quelqu'un qui a une vision normale, ça paraît tout à fait lisible, et pour un daltonien, ben, les couleurs sont extrêmement proches. Ça peut arriver. Donc ça permet de vérifier aussi, et ça vous pouvez l'intégrer dans votre charte graphique. Vous prenez compte du fait, tiens, voilà, les daltoniens, 5% de la population des garçons blancs quand même, c'est pas rien, vont voir ça comme ça. Ah oui, c'est 5% des hommes blancs qui sont daltoniens. C'est énorme. Donc voilà. Donc ici, dans format d'épreuve, vous avez même la possibilité aussi de voir ce que ça donnera quand ce sera imprimé sur un certain type de papier. Voilà. Donc par rapport à ce que j'avais avant, ici, les couleurs ternissent. Dans format d'épreuve personnalisé, j'ai la possibilité d'aller choisir d'autres types de papier. Par exemple, oui, ça c'était l'uncoated, donc c'est pas étonnant que ça ternisse parce que le papier non couché, il a tendance à ternir les couleurs. Voilà, vous avez plein de sorties possibles, des RGB, des CMJN. Voilà, donc c'est l'épreuvage sur écran, ce qu'on appelle le soft proofing. Donc il y a l'épreuvage contractuel dont on a parlé précédemment. Je ne sais pas si c'est à cette formation-ci ou à une précédente, je pense que c'était à la formation InDesign, la possibilité d'imprimer sur une imprimante jet d'encre les documents avec la gestion des couleurs qui contrôle la production des couleurs et se servir de ça comme d'un contrat, un bon à tirer. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle le soft proofing, c'est-à-dire voir les couleurs sur écran. Et ça n'est possible que depuis que les écrans sont de bonne qualité, c'est-à-dire depuis à peu près le début des années 2000. Avant, c'était plus difficile. Bien. Alors, je vous fais quand même remarquer que jusqu'à présent, nous avons travaillé ici des documents CMJN. Donc ça, c'est pratique parce que ça bride les couleurs. Vous n'aurez pas trop de décalage couleur quand vous imprimerez en offset. Par contre, si vous faites des logos qui doivent apparaître aussi sur des écrans d'internautes, par exemple, le web, vous avez intérêt à créer vos documents Illustrator dans un espace RVB plutôt que CMJN. Alors, il y a un petit point d'exclamation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à la définition du document de départ qui était impression, je m'en suis éloigné. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Je vous rappelle qu'Illustrator, quand on crée des nouveaux documents, c'est au départ de documents qui existent dans ces dossiers, et il fait un duplicata de ce document. Document de type impression, profil de document impression, avec dans la palette nuancier toutes les nuances, etc. Donc, si je m'éloigne d'une manière ou d'une autre de ça, il va me le dire. Par exemple, si j'indique ici, si je change ici, non, il ne fait pas ça et il ne me dit pas qu'il y a un problème. Ici non plus, il ne va pas me dire le fond perdu, il n'y a pas de problème. C'est juste pour la couleur qu'il va me le dire en fait. Voilà. Ok. Et donc là, j'ai un document de type RVB au niveau des couleurs. Je vais pouvoir mettre des couleurs beaucoup plus vives dedans. Et ça n'est pas bridé. Par contre, le nuancier ici, il est possible que ce soit toujours le nuancier CMJN. Oui, ce sont des couleurs CMJN. Donc je vais aller chercher ici en bas à gauche de la palette nuancier. Nuancier par défaut, RVB de base. Voilà, je l'ai ici. Et ça, ce sont des couleurs bien vives. Si vous comparez le nuancier du document des couleurs CMJN avec les couleurs RVB, vous voyez tout de suite l'intérêt. Hein. Le vert vif, vous pouvez le chercher dans ici, hein, il n'y est pas. Hein. Même chose pour le rose. Hein. Tandis qu'ici, je peux l'utiliser dans le document, il n'y a pas de problème. Si je crée un document CMJN cette fois-ci, ok, et que j'essaye de mettre ce rose, voyons un peu ce qui va se passer. Ben voilà.
Vous voyez ce qui s'est passé? Mince, je ne sais pas aller en arrière. Je vais reprendre. Donc je viens de recréer un document CMJN vide. Je vais aller rechercher le nuancier par défaut RVB. Ah, ben voilà, elle est ternie une fois. Elle a été utilisée une fois dans le document. Ah oui, c'est parce qu'elle a été utilisée une fois, elle est là en fait. C'est ça le problème aussi. Où est-elle? Elle est quelque part ici dans le nuancier du document. Je recommence. Nouveau document. Nouveau document de type CMJN cette fois-ci. Et bien voilà, pour arriver à réinitialiser mon nuancier, ça va être pas évident. Ok, donc je refais la démo avec une autre couleur. Je vais mettre sur cet objet la couleur vert ici très vif. Voilà, il se transforme. Donc c'est parce que je suis dans un document CMJN. Donc même si j'utilise le nuancier RVB dans un document CMJN, ça foire. Ah oui, pour récupérer mes couleurs ici, il faudrait peut-être que je passe en... Voilà, c'est ça. C'est le mode colorimétrique du document qui a changé. C'est la manière dont il affiche les couleurs en fait. Voilà, c'est pour ça que j'avais les couleurs que j'utilisais, elles ternissaient une fois pour toutes dans le nuancier. C'était le mode colorimétrique du document. Bon, c'est relativement compliqué. Je vous refilerai des explications là-dessus en fait. Mais vous avez compris, hein, vous avez parfois intérêt à travailler sur des documents de type RVB plutôt que CMJN. En sachant que le problème, c'est que ces couleurs super chouettes vont ternir à l'impression. Donc c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez les couleurs vives et ce sera comme ça sur le web bien, ou sur des systèmes d'impression performants comme le jet d'encre, hein? Si vous faites des bannières pour les salons, vous faites des salons de l'agriculture ou je ne sais quoi, vous faites des bannières, c'est imprimé en jet d'encre. C'est plus performant que l'offset, vous allez arriver à avoir des couleurs assez vives comme ça. Mais c'est l'offset bas de gamme qui a des couleurs ternes. Mais par défaut, on est en CMJN. Donc, par défaut, quand vous faites un nouveau document dans Illustrator, et la plupart des gens qui font des nouveaux documents dans Illustrator prennent le profil impression, donc avec le défaut, c'est CMJN. Oui. Donc, la plupart du temps, des documents Illustrator sont CMJN. Mais il faut savoir qu'Illustrator peut permettre de faire du web et des documents plus performants que le CMJN, donc vous n'êtes pas obligé de passer par là. Ici, c'est le profil web. Il est forcément RVB, lui. Et si je passe en CMJN, je m'éloigne du profil web. Voilà. Pour les films, voilà, vous avez différents documents de départ et on peut en créer. Donc je vous avais dit, celui-ci, c'est un que j'ai fait. On peut ajouter ses propres documents de départ, Illustrator, dans le dossier. Bien, et donc si je fais un document de type web, voilà, d'office le nuancier du document est RVB, ça se voit tout de suite. Je ne dois pas aller chercher le document RVB, le nuancier RVB de base. Là, j'ai réellement directement les bonnes couleurs. Vive, RVB. Voilà, quand on survole, c'est du RVB. Et pas du CMJN comme précédemment.